Bonjour à toutes et tous. Les dispositions exceptionnelles adoptées depuis le 16 mars dernier, la création d'une nouvelle forme d'état d'urgence par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du Covid-19, sont l'occasion de poursuivre une réflexion commencée en novembre 2015 après les attentats de Paris sur les justifications du recours à des mesures ou régimes d'exception restrictifs de liberté dans les États contemporains dont les gouvernements n'entendent pas renoncer à la qualité d'état de droit ni de démocratie. On propose donc d'effectuer un petit exercice d'analyse argumentatif destiné à contribuer à une réflexion générale sur les formes des justifications contemporaines du recours à des mesures d'exception et de l'agir dans l'urgence. L'enquête menée ici n'est pas générale ni spéculative, mais empirique. Elle entend analyser les discours concrètement énoncés par ceux qui activent, créent, mettent en œuvre, prorogent ces régimes, plus spécifiquement les présidents de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur français successifs. En comparant les discours de justification du déclenchement, de prorogation et de renforcement de l'état d'urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 pendant la période novembre 2015-novembre 2017 à ceux qu'ont jusqu'à aujourd'hui prononcé les membres actuels des principales fonctions du pouvoir exécutif français, on mettra en lumière quelques constantes et quelques variantes. Car des variantes, il en existe inévitablement, puisque les circonstances dont précisément l'invocation des particularités à chaque fois son poids sont distinctes. Des attentats d'un côté, une crise sanitaire de l'autre. Et pourtant, il y a, dès l'annonce à l'état d'urgence et aux mesures d'exception, un procédé rhétorique commun, l'insistance sur le caractère inédit de la situation et sur l'inadaptation ou inadéquation des outils disponibles pour y répondre. À cet égard, comme cela avait été relevé à propos de la déclaration d'état d'urgence en 2015 et de ses modifications, peu importe finalement ce que l'état du droit permet déjà de faire, par l'activation d'un nouvel arsenal juridique, il faut montrer que le gouvernement agit, qu'il n'est pas inactif et n'entend pas l'être. Cela avait été le cas en 2015 pour justifier la modernisation de l'état d'urgence et sa nécessaire adaptation aux technologies contemporaines, soit celles utilisées par les terroristes, soit celles que doivent pouvoir utiliser les services de renseignement et de police. Eh bien, c'est encore le cas en 2020. Trois types de justification des mesures exceptionnelles envisagées, plus généralement, ou adoptées pour rendre visible l'action et communiquer sur celle-ci, ressortent alors des deux périodes 2015-2017 et 2020. Des justifications de type pragmatique qui se rapportent aux circonstances et à ce qu'elles sont considérées exigées, argument type répondre à ce que les circonstances exigent, des justifications métaphoriques qui visent à affirmer l'autorité et la nécessité de l'union, argument type la guerre contre l'ennemi, des justifications axiologiques qui cherchent à fonder l'action exceptionnelle sur un ou quelques biens communs supérieurs aux valeurs ultimes, en l'occurrence sur le plan individuel, la vie, et sur le plan politique, la démocratie et l'état de droit. Alors tout d'abord, les justifications pragmatiques, répondre aux circonstances. On relèvera deux formes d'usage rhétorique, inverse des justifications pragmatiques, une forme habilitante à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels, une forme édulcorante ou rassurante, il faut des mesures strictement liées aux circonstances. L'usage habilitant des circonstances, tout d'abord, ce que les circonstances exigent. Cette formule, quelque peu autoréférentielle, est une formule type de l'activation des régimes d'état d'urgence. Cela avait été mis en évidence notamment par Bernard Madin. C'est un argument qu'on retrouve souvent invoqué aussi dans les discours du général de Gaulle. Donc la force rhétorique tient à ce qu'elle exprime une volonté d'action exceptionnelle face à des circonstances exceptionnelles en établissant un lien de nécessité entre les circonstances et les moyens déployés pour y répondre. L'avantage de l'argument pour celui qui l'invoque est qu'il laisse flou ce que sont les moyens, ce sont ce que les circonstances exigent, et cela justifie donc que les moyens mobilisés le seront le moment venu, là aussi en laissant flou ce moment. Donc c'est une rhétorique que l'on retrouve en 2015 dans les discours du président de la République ou du Premier ministre sur le caractère exceptionnel des circonstances et l'idée qu'il faut faire face à une situation d'extrême gravité par des régimes de circonstances exceptionnelles. C'est un argument qu'on retrouve un petit peu moins mobilisé dans les circonstances actuelles, mais qui a été notamment invoqué par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale au cours des débats législatifs. Alors l'usage édulcorant maintenant.
l'usage du Coran consiste à présenter les moyens exceptionnels comme étant circonscrits aux circonstances qu'il s'agit de résoudre. Donc les états d'urgence respectifs ont été accompagnés, leur déclenchement a été accompagné d'adjectifs pour montrer leur caractère ciblé. En 2015, il s'agissait de montrer d'établir que le caractère provisoire et efficace de l'état d'urgence. En 2020, le vocabulaire de l'efficacité, ce vocabulaire managérial a quelque peu été quelque peu reculé. En revanche, il est insisté sur le caractère temporaire, proportionné, ciblé des mesures, ciblé à une fin, la résolution d'une crise sanitaire. Donc face à ces éléments de langage, il est difficile de passer sous silence les doutes répétés relatifs à ces caractérisations. Sur le plan philosophique, ça a été montré depuis longtemps, depuis Benjamin, depuis Foucault, sur le fait, et ça a été repris par Giorgio Agamben, sur le fait qu'il y a une tendance des régimes d'exception à se normaliser. Encore une tribune récente de Agamben le 23 mars dans Le Monde sur le fait que l'épidémie montre clairement que l'état d'exception est devenu la condition normale. Sur la question du caractère ciblé aux fins, du caractère téléologique de l'état d'urgence, là encore, le fait que la loi SILT et notamment fait intégrer dans le droit commun certaines mesures prévues dans l'état d'urgence, eh bien peut laisser quelques doutes qui ont été aussi exprimés dans une tribune récente par Raphaël Kampf, sur le fait que des mesures qui étaient initialement destinées à lutter contre le terrorisme ont été finalement mobilisées contre des militants écologistes, contre des supporters de foot ou aussi contre des migrants. Donc, des annonces qui peuvent laisser dubitatives, également sur l'exigence de proportionnalité, car pour connaître la proportionnalité, eh bien, il faut connaître l'amplitude du phénomène à combattre. Ici, il y a un saut dans l'inconnu. Le virus est certes ultra dangereux, chacun a fini par s'en convaincre ou l'éprouver, mais face aux controverses entre experts, les mesures extrêmes de restriction des libertés adoptées, eh bien, sont-elles proportionnées? On peut se poser la question, comme on peut se poser également la question de la proportionnalité des mesures sécuritaires ou pénales qui les accompagnent. En outre, qui sera le juge de la proportionnalité? Eh bien, là encore, et comment celle-ci sera jugée le moment venu? Là encore, les questions sont permises. Alors, deuxième type de justification, les justifications métaphoriques, l'affirmation de l'autorité et la nécessité de l'union, la guerre contre l'ennemi. En 2015 comme en 2020, même combat, pourrait-on dire, pour commencer à filer la métaphore employée par la rhétorique de la guerre et de l'ennemi. On peut être frappé du recours à cette métaphore alors même que les circonstances factuelles ne correspondent pas aux définitions juridiques de la guerre. Encore moins en 2020 qu'en 2015, l'État français n'est engagé dans un conflit armé contre un autre État. Ce à quoi les individus et les services hospitaliers ont à faire face, c'est un virus. Or, nous sommes en guerre, a-t-il été énoncé en 2015, la France est en guerre, elle mène un combat, disait le président de la République, le Premier ministre. En 2020, la rhétorique est la même, elle apparaît en filigrane dans le discours du 16 mars, du 12 mars 2020 du président, mais encore plus dans l'adresse du 16 mars, bien sûr, où la métaphore prend une forme anaphorique, dont la propriété rhétorique attendue est de convaincre par la répétition, ainsi que d'établir une urgence à agir et à réagir. Donc nous sommes en guerre a été énoncé 6 fois, avec dans d'autres discours une métaphore filée, notamment dans le discours du 25 mars, par la référence à des lignes. Il y a des lignes de combat. Il y a la première ligne, les soignants, la deuxième ligne, ceux qui permettent aux soignants de soigner, la troisième ligne, ceux qui restent à la maison et qui télétravaillent. Le Premier ministre également a repris cette métaphore de la guerre, en faisant notamment référence à l'Assemblée nationale, à Clémenceau, à la Grande Guerre, et également à l'idée qu'il faut mener bataille.
Alors, qui dit guerre dit ennemi, chacun de ces périodes a ses ennemis désignés, le terroriste et voire le binational en 2015, le virus en 2020. Cet ennemi, eh bien, il faut montrer sa force. En 2015, cet ennemi ne partageait pas la même humanité que nous, il ne craignait pas pour sa vie. En 2020, l'ennemi, cela a été répété plusieurs fois, est invisible, insaisissable, il est silencieux, il est aveugle. Et donc, eh bien, contre cet ennemi, qu'il est difficile de saisir, il faut être unis, il faut faire bloc. Donc la demande d'union nationale, d'union sacrée a été répétée. Il faut faire preuve de patriotisme, il faut mettre tout en œuvre pour créer une unité. Cela avait été énoncé en 2015, où le ministre Manuel Valls, Premier ministre Manuel Valls, estimait que l'unité était une condition de l'efficacité de l'action. En 2020, eh bien, le président de la République se réfère à l'union de la nation ou encore à l'unité et fustige les diviseurs. Les diviseurs sont pointés implicitement, accusés de porter la désinformation ou encore, pour le dire dans le vocabulaire contemporain, des fausses nouvelles. Et donc, contre cela, il faut faire bloc, nous dit le président de la République. Alors, sur cette métaphore, il y aurait beaucoup d'interrogations à poser. Indéniablement, le recours à la guerre comme métaphore eh bien, vise à persuader du caractère exceptionnel de la situation. Elle crée une dichotomie entre un temps normal et un temps grave, un temps de crise. Elle permet de justifier donc que tous moyens doivent être déployés pour combattre l'ennemi, et pas seulement les moyens ordinaires. Et également, eh bien, elle permet de déployer un certain nombre de moyens qui sont liés à celui de l'action de l'État contre l'ennemi. Alors, cela avait été soulevé à propos de l'état d'urgence déclenché pour faire face à la menace terroriste. On peut évidemment s'interroger sur l'adéquation de la métaphore guerrière et aux moyens déployés pour résister ainsi face à l'ennemi d'un jour nouveau, le virus et la pandémie qu'il génère en l'occurrence. Comme l'avait relevé François Saint-Bonnet à propos du terrorisme du XXIe siècle, et sans doute plus encore que pour ce dernier, le nouvel ennemi, le virus, n'a pas de frontières territoriales. Certains le rattachent même au monde global, il se diffuse, il se propage partout de façon invisible, comme il est dit. Il serait même en nous, comme finalement il avait été aussi montré que le terrorisme nouveau ne vient pas d'ailleurs, mais est le produit même des rapports sociaux, politiques et économiques des sociétés contre lesquelles il s'est manifesté. Bref, dans le monde global, l'ennemi de l'État prend des formes spatiales et temporelles spécifiques. Il s'apparente plutôt au spectre qu'au front. Alors, dernier type de justification, la justification axiologique, l'appui sur le bien commun ou les valeurs supérieures. Ici, cela a été mis particulièrement en évidence par les théories de la justification et de l'argumentation, déployées par Boltanski-Thévenot, Elster, Hirschman, Charolot, Hennig, Tumner. Les situations de controverse et de crise sont propices à la justification de l'action et des positionnements pris par chacun. Donc, ici, dans le cadre des crises que nous traversons, d'emblée, eh bien, les justifications se situent à un haut niveau de généralité et cherchent à bâtir un commun pour justifier notamment des restrictions qui sont elles-mêmes fondées sur un autre commun, d'autres valeurs communes, en l'occurrence les droits et libertés. Donc les références ultimes, aux valeurs ultimes, au bien commun supérieur ici, eh bien, émergent rapidement, celle de la vie. Il faut sauvegarder la vie individuelle, bien sûr, mais aussi
la vie de la nation, la vie démocratique, la vie économique et la vie du tissu social, nous dit également le Premier ministre. Donc en 2015, comme en 2020, cette référence à la vie s'effectue de façon très rapide. Il faut que l'on continue à vivre. Et donc c'est cette référence à la vie elle-même qui va permettre de justifier, pour certains par la sécurité en 2015 et aujourd'hui par les exigences de santé publique en 2020, de restreindre des droits et libertés. Il y a donc des formes rhétoriques ici qui se mettent en place pour montrer que la sécurité est finalement supérieure à la liberté. La sécurité, c'est la première des libertés, dit même le Premier ministre en 2015. En 2020, eh bien, l'idée, c'est que la santé va être une condition. Alors, il n'est pas dit que c'est la première des libertés, ce serait une forme rhétorique d'ailleurs très intéressante, mais en tout cas, c'est une condition, non pas de déploiement aujourd'hui des libertés, mais une justification suffisante pour les restreindre. Alors, sur le plan politique, la dernière justification qui est mise en œuvre dans cette référence au bien commun, c'est celui de l'état de droit et de la démocratie. Finalement, toutes ces mesures, même exceptionnelles, eh bien, ne doivent pas déborder son cadre. En tout cas, il ne faut pas annoncer qu'elles débordent ce cadre qui reste les valeurs ultimes du régime politique qui unit, qui doit unir les Français. Donc, la rhétorique a savamment été mise en place. Il faut montrer que l'exception, les mesures d'exception elles-mêmes sont une condition de sauvegarde de cette démocratie ou de cet état de droit. La formule ici, sans doute la plus aboutie, avait été celle de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en 2015, en estimant que l'état d'urgence n'est pas le contraire de l'état de droit, il est, quand la situation l'exige, le bouclier. Donc on voit bien également l'appui sur le vocabulaire militaire. Alors, on retrouve ici, en 2020, des formules semblables où la protection de la santé est considérée comme s'inscrivant dans le cadre démocratique et comme permettant de sauvegarder également la vie de la démocratie. Alors, pour cela, eh bien, et pour montrer que la vie démocratique ne s'arrête pas, eh bien, il est fait référence à des garants et ici un contrôle. Le contrôle privilégié est peut-être moins celui des juridictions, comme cela avait été mis en évidence en 2015, mais celui du Parlement. Il est insisté sur le fait que c'est le Parlement qui va, par son contrôle, assurer la démocratie et le contrôle démocratique. Alors, ce contrôle, toutefois, là encore, on peut, pour terminer, en souligner quelques limites. Contrôle du Parlement, certes, mais après une rude bataille au cours des débats législatifs, puisqu'initialement, il n'avait pas été prévu avec l'intensité que lui donne finalement la loi adoptée. Le contrôle est aussi tout relatif, puisqu'il ne dépasse pas, comme c'était le cas pour l'état d'urgence et dans le cadre de la loi 1955 modifiée et de la loi SILT, ça ne dépasse pas la possibilité d'être informé, d'enquêter et de rédiger des rapports, donc sur le modèle de la loi de 55 modifiée comme j'y ai fait allusion. Et puis, quant au contrôle des juges, évidemment, on peut aussi relever qu'il est à géométrie variable, qu'il avait été à géométrie variable dans le cadre de l'état d'urgence de 1955, comme il l'est encore aujourd'hui, puisque le fonctionnement de l'institution judiciaire n'est pas assuré régulièrement et que le contrôle du Conseil constitutionnel et ses délais de contrôle en matière de QPC ont été suspendus. Alors, en conclusion, ce que permet finalement de relever ce cadre de justification, c'est que ce que permet en tout cas de conserver l'horizon politique de la démocratie quand certaines de ses valeurs constitutives sont affaiblies, est la possibilité d'efforcer et de contraindre à rendre des comptes. In fine, même si les justifications
ne convainquent pas forcément, in fine, le cadre axiologique et sémantique de l'état de droit et de la démocratie est producteur de contraintes de justification qui conduit à établir qu'aucune des mesures exceptionnelles qui est adoptée n'en sortent. Il intègre l'exception. C'est ensuite l'écart entre l'ordre du discours et les actes qui seront soumis à jugement. Je vous remercie.